discriminations liées au tabou des règles, elles vont et cette non prise en compte de cette réalité physiologique du cycle menstruel, ça va aussi avoir pour effet que une personne sur deux est susceptible de rater l'école, le lycée, le collège, parce qu'elle a ses règles. Et ça, évidemment, pénalise l'accès égal à l'éducation que doit garantir l'éducation nationale. Et ça, au début, on se dit oui, c'est un problème sociétal, c'est un problème de filles, c'est un problème de ceci, c'est un problème de cela. Puis en fait, quand on analyse un peu plus profondément cette question, on se rend compte que c'est vraiment un objet qui devrait mobiliser le service public et les règles d'égal accès et les règles d'égalité. L'égalité femmes-hommes, elle est inscrite dans notre Constitution et elle devrait être prise en compte à tous les moments et les échelons de nos vies. Et là, on a clairement une difficulté qui se présente. On a aussi une incapacité à intervenir sur les difficultés que rencontrent les personnes qui ont leurs règles dans le cadre du collège, du lycée, un problème avec les toilettes, un problème d'accès aux protections périodiques, on y reviendra après. Donc, il y a d'abord ce tabou des règles, il a pour impact, pour effet, une atteinte véritable à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace public. Il faut dire aussi que traditionnellement, on a invoqué le fait que les femmes avaient leurs règles pour leur interdire l'accès à des postes de pouvoir. C'est un argument qui était invoqué pour leur refuser le droit de vote et d'être élues, en partant du principe qu'elle ne peut pas prendre des décisions rationnelles puisqu'elle devenait folle une fois par mois. C'est même l'écrivaine Colette, que j'adore, qui disait ça. Donc on avait aussi beaucoup d'idées reçues autour de cette incapacité à la rationalité qu'auraient les femmes. Et ça fait partie des préjugés encore intériorisés autour de la question des règles. Sur la question de la santé publique, le tabou des règles, ça, je l'ai un petit peu évoqué, ça a un impact important sur le fait qu'on a effectivement peu de connaissances. Ça fait seulement quelques années qu'on parle de l'endométriose aujourd'hui, qu'on est capable d'écouter et prendre en compte les douleurs de règles. Et là, on va revenir sur cette question des douleurs et de la perception des douleurs et de la prise en compte de ces douleurs dans l'espace public, que ce soit celui des établissements scolaires ou universitaires, des bibliothèques, de l'entreprise. C'est par exemple une chose absolument incroyable, alors que la moitié de la population est susceptible d'avoir ses règles à un moment ou à un autre, et encore une fois, je le répète, pas un petit peu, mais quelque chose comme quelques semaines dans l'année, et que dans un groupe quelconque de femmes, il y a toujours au moins 10, 15, 20% qui a ses règles au moment où on se parle. Et pourtant, il n'y a effectivement aucune présence dans l'espace public, c'est en train de changer mais c'est très récent, de distribution de protection périodique. On a accès très facilement à des préservatifs. On a accès à des préservatifs dans les restaurants ou les boîtes de nuit ou les plannings familiaux, etc. Mais jusqu'à une période récente, on n'avait pas accès à des protections périodiques. On est obligé, si on en a besoin, d'aller à l'infirmerie, donc de faire état de son état menstruel. Et ça, c'est problématique aussi
parce que comme on sait qu'il y a encore beaucoup de préjugés, d'idées reçues et qu'on est mal perçu parce qu'on a ces règles. Moi, j'ai eu des récits de collégiennes qui me disaient qu'elles faisaient des efforts surhumains quand elles étaient aux toilettes pour enlever la petite languette autocollante en dessous des protections périodiques sans faire de bruit pour que personne ne puisse soupçonner qu'elles sont en train de changer de protection périodique. Ce qui veut dire un mal-être absolument incroyable. Et puis aussi cette accusation très fréquente, tu fais la comédie, tu fais ça pour pas faire de sport, pour pas sortir, il y a que les paresseux, les règles ça fait pas mal, etc. etc. Or, ça fait pas effectivement mal à tout le monde tout le temps, mais si une personne dit qu'elle est mal à l'aise, il n'y a aucune raison de ne pas prendre en compte cette question-là. Et de la bâcher ou de la maltraiter. J'interviens très souvent, hein, donc, comme je le disais, dans les collèges et les lycées. Je ne compte plus le nombre de jeunes filles qui m'expliquent qu'elles ont voulu se lever pour aller aux toilettes parce qu'elles sentaient qu'il se passait quelque chose. Elles se sont tachées. Je pense que toutes les filles, un jour ou l'autre, ça leur est arrivé que les règles surviennent. En plus, à l'adolescence, les règles ne sont pas du tout régulières. Elles vont survenir un peu n'importe quand. Un choc émotionnel peut les faire survenir. Et c'est quelque chose qui est pratiquement traumatisant pour elles. Donc, ce problème de santé publique, de bien-être, hein, l'OMS ne décrit pas la santé comme l'absence de maladie, mais comme un état de bien-être. Et de ce fait, là, il y a aussi une nécessité de prendre en compte, quand on est un service public, cette question-là. Il manque encore aujourd'hui un nombre absolument il n'y a pas assez de recherches scientifiques sur le phénomène du cycle menstruel. Il n'y a pas assez de crédits qui sont alloués à cette question-là. C'est extrêmement grave. La maladie de l'endométriose est connue depuis l'Antiquité, elle est décrite depuis l'Antiquité, et on ne sait toujours pas, non seulement on ne sait toujours pas la diagnostiquer correctement, mais deuxièmement, on ne sait pas la soigner, elle est chronique, on ne sait pas la soigner, on sait à peine la soulager, et on a encore des difficultés à lever des fonds pour faire des recherches sur cette maladie et sur le syndrome des ovaires polykystiques qui va avec. Il y a un certain nombre de données fondamentales sur, par exemple, la composition du sang menstruel qui a été beaucoup diabolisée en raison du tabou des règles. Hein. On a des descriptions qui remontent à 2000 ans où les règles sont supposées donner la rage aux chiens, ternir les miroirs, rouiller le fer, et jusque dans les années 70, 1970, dans le Haut-Poitou, on en voyait encore les femmes courir dans les champs sans culotte quand elles avaient leurs règles parce qu'on pensait que le sang menstruel était susceptible de tuer les limaces. Donc on a prêté des pouvoirs magiques, interdiction d'aller dans la cave quand on avait ses règles parce qu'on risquait de faire tourner le vin, interdiction de s'approcher de la charcuterie qu'on pouvait faire tourner. Donc il y a aussi toute une série d'entraves, de fausses idées, d'idées qui persistent encore aujourd'hui, même chez des personnes jeunes, que par exemple le sang devrait absolument s'écouler pour se purifier, qu'il y aurait quelque chose d'impur, de malsain, d'impropre, etc. autour des règles. Et nourrir un dégoût de soi, ça a aussi un impact sur le bien-être qui est très important. Donc, essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un dialogue décontracté et simple autour de la question des menstruations, ça me paraît particulièrement important. Et de la même manière, rendre accessible dans les espaces publics des protections périodiques saines, gratuites, c'est extrêmement important. Alors, pas seulement, on va parler de la question de la précarité menstruelle tout de suite,
En fait, la précarité, quand on entend précarité menstruelle, on pense un peu les personnes sans abri ou très pauvres qui se trouveraient avoir en plus leurs règles et qui n'auraient pas les moyens de s'en procurer. C'est vrai, moi j'ai rencontré des personnes de la rue ou qui ont été dans la rue et qui expliquent à quel point c'est épouvantable d'avoir ces règles quand on est à la rue et quand on n'a pas de toit. Mais les règles et l'absence et le coût des protections périodiques, eh bien, ça crée un différentiel qui est une question d'égalité en vérité. C'est d'une part un coût que portent seules les femmes. C'est un coût qui n'est jamais interrogé. Il a fallu, c'est en 2016 qu'il y a eu une mobilisation, en 2015 qu'il y a eu, c'est vraiment très récent, une mobilisation pour faire baisser la TVA sur les protections périodiques et qui est passée de 20% à 5,5%. Et il y a eu à l'époque des personnes et des hommes en grande majorité à l'Assemblée nationale, dans les médias, qui disaient mais enfin, où est le problème dans le coût et en quoi est-ce un produit de première nécessité? La discussion se portait sur est-ce ou non un produit de première nécessité. Il faut savoir que les produits de première nécessité sont taxés à 5,5, ceux qui ne sont pas considérés de première nécessité sont taxés à 20%. Donc ça augmente mécaniquement leur prix. Il se trouve que par un hasard étrange qui est lié quand même au lobbying des multinationales, eh bien les sodas sont des produits considérés de première nécessité. Le Coca-Cola, il est taxé à 5,5. Et les protections périodiques étaient à l'époque taxées à 20%, n'étaient pas considérées comme un produit de première nécessité. Et on s'est aperçu aussi à cette occasion, lors des débats, que de nombreux hommes ne savaient pas comment fonctionnaient les protections périodiques, étaient persuadés que, par exemple, et on a encore des témoignages de ce type-là, par exemple, que il fallait enlever son tampon pour pouvoir faire pipi, que ça avait un lien. Il y a encore des personnes qui ne savent pas du tout comment simplement l'anatomie de la vulve du vagin fonctionne, et donc cette ignorance va créer et creuser des inégalités, va permettre aux multinationales de fournir des produits qui ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de contrôle sanitaire sur la composition des protections périodiques encore aujourd'hui. Il y a eu des rapports au niveau de la Direction générale de la santé et de la concurrence pour s'assurer de l'innocuité de ces produits, mais en réalité, ce que l'on sait, les études nous l'ont démontré, c'est qu'elles contiennent, je parle des protections périodiques conventionnelles, d'abord énormément de plastique, jusqu'à 80% de matière plastique. Depuis les 20 dernières années, la composition a changé, est devenue pleine de plastique. Les plastiques sont des perturbateurs endocriniens dont l'impact à proximité des muqueuses peut être important et n'est pas étudié, surtout pas au long cours. Et par ailleurs, les jeter dans l'environnement, eh bien ça a un impact sur l'environnement et la nature qui n'est absolument pas neutre. Ça met 500 ans à se réduire, à se dégrader, une protection périodique faite de matière plastique. Donc tout ça, c'est un problème donc de santé publique, c'est un problème d'environnement important. Donc il faut à la fois se mobiliser pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Les étudiantes, je ne vous apprends pas qu'elles sont généralement pauvres, elles n'ont pas un budget d'enfer. On sait qu'aujourd'hui, ça peut représenter 10 à 15 euros par mois. Ça peut être extrêmement important. On a vu au moment de la crise du Covid, quand un certain nombre de personnes n'avaient plus la possibilité de travailler et d'avoir des revenus suffisants. Moi, j'ai eu un nombre d'appels incroyables de personnes qui faisaient des maraudes ou des collectes et qui me demandaient comment se procurer des protections périodiques, parce que c'était systématiquement demandé.
de pouvoir avoir accès à des protections périodiques qui restent très chères et en dépit de la baisse de la TVA, puisque en réalité, le contrôle sur les coûts est difficile à effectuer. Donc, voilà à peu près pourquoi il me paraît important d'aborder cette question-là. Je sais bien que de plus en plus les collectivités, et c'est vraiment super, se mobilisent pour rendre accessibles des protections périodiques,